Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, dans une vidéo manucure et blabla. Voilà. Alors, pour la manucure, hors caméra, j'ai enlevé en fait le vernis que j'avais sur les ongles et j'ai commencé à préparer mes ongles. Je ne l'ai pas fait face caméra parce que bon, je suis pas certaine que le bruit de la ponceuse soit foncièrement très relaxant. Et puis bon, après poncer ses ongles ou les limer, voilà, je voyais pas vraiment l'utilité de vous montrer ça. Enfin bref. Pour ce qui est des vernis, alors déjà je vais commencer par mettre du nail prep. Donc c'est un petit liquide pour préparer l'ongle à la pose de vernis semi-permanent, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais utiliser la marque Manucuriste. Ce n'est pas sponsorisé, j'ai acheté ça moi-même pour mes ongles. Donc en commençant par la base, en termes de couleur, on va mettre ce rouge. Voilà. On va venir, enfin je vais venir mettre un petit peu de paillettes, un peu un effet chromé dessus, parce que voilà, j'ai envie d'apporter une touche un peu plus vibrante à ce rouge. Et le top du coup, qui est un top brillant, pas mat. Je vais faire ça sur tous mes doigts, tous mes ongles, sauf un, le petit. Je sais pas si ça se verra, mais en fait il s'est fissuré celui-là, juste ici. Voilà. Donc j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus, comment dire, résistant, protecteur. Donc je vais venir utiliser pour cet ongle-ci, donc ce top-là. Voilà, et cette base, pardon, et ce top. Voilà. Sinon la couleur, ce sera la même. Voilà. Bien. Donc je commence par ce nail prep. Alors, pourquoi cette vidéo s'intitule manucure et blabla? Parce que j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Déjà, je voulais vous dire merci. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'êtes peut-être pas au courant. Vous êtes sûrement rendu compte de mon absence de la semaine passée. Mais vous vous dites peut-être que j'ai pris une pause ou que j'en avais marre de tourner des vidéos, ce qui n'est pas vrai. Mais en fait, le 30 mars, ma grand-mère paternelle nous a quittés. Voilà. Et même si j'avais réussi à avoir un peu d'avance en termes de vidéos, j'en avais pas assez non plus pour assurer la semaine qui vient de passer, durant laquelle j'étais dans le sud de la France, puisque ma famille paternelle est originaire du sud de la France, pour assister aux derniers au revoir. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, cette vidéo va pas être triste, hein. Personne ne va pleurer dans les chaumières, c'est promis. Mais voilà, donc je voulais vous remercier déjà pour tous vos messages. Voilà, ça m'a beaucoup touchée et je me sens vraiment, je me sens vraiment chanceuse de vous avoir dans ma vie, même si on se connaît pas foncièrement, même si on s'est jamais rencontrés. Mais voilà, ça fait du bien de se sentir soutenu, et c'est toujours touchant que des personnes qui soient externes à ma vie, en quelque sorte, ou de mon cercle privé, m'apportent du soutien. Donc merci beaucoup pour tous vos messages et votre soutien. Voilà. Également, je voulais vous remercier d'avoir continué à faire vivre, en quelque sorte, ma chaîne durant mon absence, puisque si vous êtes à votre compte, vous le savez, mais les vacances, ça n'existe pas. Il n'y a personne pour assurer ma productivité quand je ne poste rien ou que je ne filme rien. Et forcément, pas de travail égale une perte de chiffre d'affaires, donc de salaire. Et le but, c'est quand même de pouvoir payer mes factures à la fin du mois et d'éviter un coup de téléphone de ma banquière pour me dire « Vous êtes à découvert, mademoiselle ».
Et même si j'avais quelques shorts de côté que je vous ai publiés tous les soirs, je tenais quand même à vous remercier parce que j'ai pas perdu en visibilité de ma chaîne. Les chiffres sont restés tels que. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais, ça paraît bête de dire merci d'avoir regardé mes vidéos, mais pour le coup, merci parce que ça reste un stress supplémentaire quand on est à son compte. C'est que, bah voilà, si on bosse pas, il n'y a pas de salaire et il n'y a personne pour assurer, il n'y a pas de caisse pour assurer cette perte en quelque sorte. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, en termes de nouvelles, j'ai terminé mon deuxième roman avant tout ça, quoi. Je l'ai terminé et là je le laisse poser pendant un mois environ. C'est généralement ce que je fais. Je laisse poser un mois pour me le sortir un peu de la tête, pour essayer de, voilà, moi aussi je vais pas dire de passer à autre chose parce que c'est pas le but, mais vous savez, de pouvoir, quand je le réouvre, avoir un regard un petit peu plus objectif que de terminer le dernier chapitre et de tout de suite recommencer la lecture dès le premier, c'est pas le but. Normalement, ce roman était censé sortir en juin. Bon, je vous cache pas qu'avec les derniers événements, je peux plus vous garantir la sortie de ce livre en juin. Surtout que mon travail sur ce livre va être complètement différent puisque, à la différence de Trauma partagé, c'est moi qui vais tout faire à 90%. C'est-à-dire que bon, j'ai écrit le livre, forcément. Je vais faire la réécriture du livre d'ici quelques semaines quand les 1 mois sont passés. Et ensuite, je vais l'envoyer en correction. Mais c'est tout. J'ai trouvé une formation pour m'apprendre à mettre en page un livre, en version papier, mais aussi en version e-book, pour créer une couverture. Voilà, donc tout ça, c'est moi qui vais le faire. J'avais fait appel à Anne pour Trauma partagé qui avait absolument tout fait. Là, c'est différent, c'est moi qui vais tout faire, donc ça prend plus de temps. Et sur le papier, j'avais ce temps. Mais voilà, avec les récents événements, je peux pas vous garantir que ce livre sortira en juin, même si je sais que vous serez content, quelle que soit la date de sortie, mais voilà. Donc peut-être que j'y arriverai, mais le but c'est pas non plus de faire un burn-out, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Normalement, ce livre était supposé sortir en juin. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il sorte en juin. Peut-être juillet ou août, comme Trauma partagé, qui sait. Mais bon, sachez que voilà, mon deuxième livre est terminé. Et en parlant de ma vie d'auteur, en quelque sorte, sachez que je suis officiellement reconnue comme artiste-auteur. Vous allez me dire, oui, mais non, mais si. C'est que j'ai une auto-entreprise consacrée à ma chaîne, bien évidemment. Sauf que je ne pouvais pas réunir les deux, et la création de vidéos et écrire des livres, voilà. Même si ça reste du domaine artistique, aujourd'hui il n'existe pas de code société qui puisse réunir les deux. Donc j'ai fait appel à une comptable pour lui demander comment déclarer les revenus de mes livres, puisque pareil, si vous ne me connaissez pas, je déclare absolument tout, parce que je veux pas qu'on vienne toquer chez moi me réclamer des sous. Voilà, c'est vraiment une phobie, l'administratif, mais je déclare tout, peut-être des fois même un peu trop, pour être sûr qu'on vienne jamais m'embêter, disons. Et j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir les deux ou déclarer les deux revenus dans la même case, donc j'ai dû ouvrir un statut d'artiste-auteur. Voilà. Donc officiellement, au regard de la loi, je suis créatrice de vidéos et artiste-auteur. Et ça m'a fait bizarre de me dire que j'ai le droit à ce titre en quelque sorte, parce que je me considère pas comme telle. Je suppose j'ai sorti qu'un seul livre à ce jour, enfin publié qu'un seul livre, en auto-édition en plus, donc je me sentais pas légitime de pouvoir prétendre au statut d'artiste-auteur, mais visiblement si, donc petite fierté de ce côté-là. Et j'avoue que bon, c'est de l'administratif en plus, c'est de la gestion en plus, c'est des sous à donner à l'État en plus, mais voilà, j'attache pas forcément de valeur à ce titre, mais
voilà, petite fierté quand même de dire que même si je publie des livres en auto-édition qui sont pas, comment dire, sponsorisés par de grandes maisons d'édition, je peux quand même être reconnue comme artiste-auteur. Donc voilà. Moi je vous ai pas dit, mais je suis en train de mettre la base, hein, on s'entend. Quoi d'autre Vous vous en doutez, les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne, bon, elles seront un peu, disons, aléatoires. Je remets le pied à l'étrier doucement. Je sais que ça doit être bizarre pour vous quand on dit ça, parce que j'ai pas non plus été absente pendant un mois, mais croyez-moi qu'à chaque fois que je dois reprendre la caméra après même une courte absence, ça me fait bizarre. Surtout que j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas travailler, parce que encore une fois, si moi je bosse pas, il n'y a personne qui bosse pour moi, et faut payer les factures à la fin du mois, et en tant qu'auteur auto-édité, c'est des frais que je dois engager quand même. Il serait bien d'avoir les sous sur mon compte et de ne pas vivre à crédit pour vivre de ma passion, même s'il n'y a pas de mal à ça. Je préfère avoir les fonds pour ne devoir rien à personne. Enfin bon, ça c'est autre chose. Dans les prochaines vidéos qui vont sortir, il y aura une nouvelle vidéo sur des pierres. Parce que voilà, je suis originaire du sud de la France, etc. Et vers chez ma grand-mère, enfin feu ma grand-mère, mes grands-parents, il y a un domaine qui est spécialisé dans tout ce qui est pierre. Alors j'ai plus le nom de l'endroit, si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. C'est vers Carcassonne, je crois que c'est à 45 minutes de Carcassonne. Et c'est le domaine de Bizané, je crois. Je suis plus sûre. Et je suis allée me ravitailler en pierre. Voilà, j'ai eu besoin d'acheter de nouvelles pierres. Encore une fois, je ne suis pas... je suis nouvelle dans tout ce qui est lithothérapie. Mais j'ai vu un changement, en fait. J'ai vu une différence entre le avant-après les pierres. Et voilà, tout simplement, j'ai été me ravitailler en pierre, donc je vous l'ai montré en vidéo. Vous avez beaucoup aimé cette vidéo et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous la faire, et après on y croit pas. Mais voilà, ça fait pas de mal. Ça fait de mal ni à moi ni à vous. Voilà. J'avais aussi envie de faire cette petite vidéo pour vous parler, en quelque sorte, de mes grands-parents. Alors, vous inquiétez pas, personne va pleurer dans les chaumières, on s'entend. Mais leur histoire, au-delà de leur histoire de couple, leur histoire de vie en général, a toujours forcé le respect chez moi. Et j'ai conscience que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui s'ils n'avaient pas fait certains sacrifices. Donc j'avais envie de vous en parler, peut-être que ça vous en dira un petit peu plus sur moi, qui sait. Donc mon grand-père, Raphaël, et ma grand-mère, Antonia, se sont rencontrés, enfin tous les deux nés et ont grandi dans le sud de l'Espagne, parce que oui, ça en choquera peut-être encore beaucoup, mais je ne suis pas d'origine française. Je suis d'origine espagnole, d'Andalousie même. Ils sont nés et ont grandi du côté de Cordoue, ou Cordoba en espagnol. Enfin bref. Et ils ont eu un chemin de vie assez particulier, mes grands-parents, puisque ils sont nés d'une famille très nombreuse et pauvre. Voilà. Donc je crois qu'au total, ma grand-mère allait 1 mois à l'école de toute sa vie, et mon grand-père allait 3 mois, un truc du genre. Dès qu'ils ont eu l'âge de marcher et de se tenir à peu près, ils ont été travailler. Mon grand-père dans les champs, et ma grand-mère, elle était nounou pour les enfants des propriétaires des champs, en fait, assez riches. Voilà. Donc des fois, elle gardait des enfants qui étaient à peine plus âgés qu'elle. Bon, ils ont connu... ils n'ont pas eu une enfance comme moi j'ai eu, par exemple, où j'ai pu aller à l'école, faire des études. Eux, ils ont travaillé dès leur plus jeune âge, avec le strict minimum en termes d'éducation. Donc voilà. Enfin bref, c'était comme ça, ils sont nés comme ça, ils sont nés dans une famille pauvre, et puis ils s'en sont jamais plaints. Bien évidemment, s'ils avaient pu choisir, je pense qu'ils auraient peut-être choisi
de naître dans une famille avec un peu plus de moyens, mais ils ne pouvaient pas choisir, donc ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Et dès leur plus jeune âge, ils ont appris ce que c'était le travail. On leur a fait comprendre que voilà, il fallait qu'ils rapportent des sous à la famille finalement, que ce soit pas qu'ils soient pas des fardeaux, que ce soit pas des bouches à nourrir en plus, ou juste des bouches à nourrir en plus. Et mes grands-parents sont nés sous le régime de Franco. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un dictateur espagnol, voilà, Francisco Franco. Et bon, ils ont vécu comme ça toute leur vie, enfin une grande partie de leur vie, leur adolescence et leur enfance. Et ils se sont rencontrés. Alors, mon grand-père était le premier amour de ma grand-mère. Bon, ma grand-mère, c'était pas le premier amour de mon grand-père. Mon grand-père était un vrai tombeur de ces dames. D'ailleurs, en fouillant un peu, on a retrouvé des photos de lui jeune et voilà, papy avait la classe quoi. Un vrai tombeur. Ils avaient 6 ans d'écart, je crois. Ouais. Enfin bref, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés. Voilà. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Ma grand-mère, son rêve c'était de devenir maman, voilà. Fun fact, ça faisait 1 mois qu'ils étaient mariés, je crois. Et bon, ma grand-mère est restée pure avant le mariage. Et ça faisait 1 mois et demi qu'ils étaient mariés et elle se plaignait de toujours pas être enceinte. Voilà, parce que son rêve c'était vraiment d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de devenir maman. Elle avait ça dans le sang, quoi, comme une méditerranéenne, j'ai envie de vous dire. Il y a eu une première grossesse qui malheureusement n'a pas abouti parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'elle était mariée qu'elle a arrêté de travailler. Mon grand-père n'avait pas les moyens d'entretenir sa femme. Donc bon, ça plus la chaleur, etc. La première grossesse n'a pas abouti. Et la deuxième a réussi puisque mon oncle est né. José. Voilà. Un petit garçon bienveillant. Tout blond. Ah oui, hein, je tiens ma couleur de cheveux de mon côté paternel pour le coup. Et quelques années plus tard, une fille est née, ma tante, donc Anna Maria. Et en fait, quand ma grand-mère était enceinte de ma tante Anna Maria, mon grand-père s'est rendu compte qu'il ne voulait pas offrir cette vie-là à ses enfants, qu'il ne voulait pas voir ses enfants devoir travailler dans les champs à 5 ans, comme lui et sa femme l'ont fait. Et il avait besoin de sauver en quelque sorte sa famille de ce climat politique qui était trop toxique. Et mes grands-parents ont fait partie de la vague d'immigrants du Portugal et de l'Espagne du milieu des années 60 en fait. Ils se sont arrêtés au sud de la France, mais du coup il a plié bagages, femme et enfants sous le bras, et ils ont déménagé en France, enfin, ils ont immigré en France, sans parler la langue bien évidemment. Et ma grand-mère était enceinte de ma tante à cette époque-là. Donc ils sont arrivés en France et ils se sont dit on va tout faire pour faire honneur à ce pays qui veut bien nous accueillir. Et mes grands-parents ont absolument tout fait pour que leurs enfants n'aient pas à vivre ce que eux avaient vécu, qu'ils aient droit à une éducation, qu'ils vivent dans un climat politique sain, du moins plus sain que ce qu'ils avaient jusqu'à présent, et qu'ils puissent choisir plus tard ce qu'ils voudraient devenir et avoir une vie heureuse, épanouie comme eux ne l'ont pas eu, quoi. Donc mon grand-père a travaillé dans les vignes et ma grand-mère faisait le ménage chez les gens. Voilà, de temps en temps elle aidait son mari dans les vignes, surtout au moment de la taille des vignes ou des récoltes. Ma tante est née donc en France. Quelques années plus tard, mon autre oncle est né, Francisco, et il était pas l'heure, mais mon grand-père, il s'était déjà bien installé en France. Et mon grand-père s'est dit, voilà, ce pays nous a recueillis. On a appris la langue, parce que ils ont appris la langue en essayant, sur le tas en fait finalement. Et quand leurs enfants sont allés à l'école, ils ont approfondi leurs connaissances grâce à leurs enfants, ce qui est très beau je trouve. Puisque eux leur parlent espagnol et mes oncles et tantes parlaient français à leurs parents pour les aider. Je trouve ça trop chouette en fait. Et mon grand-père a dit, ils ont eu une discussion avec ma grand-mère, ils ont décidé de prendre la nationalité française parce que voilà, ils étaient en France depuis quelques années, que grâce
la France, ils avaient pu donner un nouveau départ à leur famille, un meilleur avenir à leurs enfants. Donc pour remercier la France finalement, ils sont allés se faire naturaliser. Voilà. Bien évidemment, il y a des gens qui ont dit à mon grand-père, mais ne faites pas ça, vous toucherez moins d'aide. Mon grand-père a dit, tais-toi, je vais me faire naturaliser. Le nom de jeune fille de ma grand-mère était Martinez et le nom de famille de mon grand-père, Martin. Et il y avait un accent sur le i. Et bon bah, mon grand-père a joué jusqu'au bout, il a tout fait naturaliser. Donc son prénom est passé de Raphaël avec un F à Raphaël PH. Mon oncle qui s'appelait José est devenu Joseph. Bon, on l'appelle Jo. Ma tante qui était Anna Maria est devenue Anne-Marie. Et mon oncle Francisco est devenu François. Et ma grand-mère s'appelait Antonia. Sauf que bah, ça faisait pas très français. Donc ils l'ont renommée Antoinette. Comment vous dire qu'elle n'était pas du tout contente quand elle a découvert son prénom francisé. Antoinette. Ça a été un sujet de dispute entre ma grand-mère et mon grand-père. Elle lui dit, mais pourquoi tu les as laissés faire ça, quoi? Il lui a dit, mais j'ai pas le choix, en fait. Tu pouvais pas rester Antonia parce que, bah, on est en France, on se fait franciser, on s'adapte à notre pays, il faut des prénoms français. Donc c'est Antoinette. Je dis que mamie, elle a fait la gueule. Mamie, elle a fait la gueule. Et bah voilà, normalement c'était Martine avec un accent sur le i et on est devenus des Martins. Ils sont devenus des Martins. Quelques années plus tard, mon père est né et là bon bah ils se sont dit on va pas lui donner un prénom espagnol, hein, on va lui donner un prénom français. Et à la base, ma grand-mère voulait l'appeler Antoine. Voilà. Sauf que mon oncle Joseph donc n'aimait pas le prénom Antoine. Je suis encore persuadée qu'il a voulu se venger, mais c'est pas grave. Et il a donc appelé, il a dit à ma grand-mère, non, j'aime pas le prénom Antoine. Et ma grand-mère lui a dit, bah tu veux l'appeler comment ton petit frère? Jean-Claude. Ça me fait rire en fait parce que je me dis, lui, il a dû se sentir souillé de passer de José à Joseph. Et il s'est dit, attends, le petit dernier là, il va pas l'emporter au paradis. Jean-Claude donc. Donc mon père s'appelle Jean-Claude, voilà. Et puis bah, ils avaient leur famille, leurs 4 enfants en bonne santé, des boulots physiquement durs, mais ils n'avaient pas d'éducation pour prétendre à des postes de bureau ou autre. Donc bon. Mais ils se sont jamais plaints. En fait, finalement, ils ont toujours travaillé. Je dirais pas tout le temps avec le sourire aux lèvres, mais tout le temps en gardant dans la tête qu'ils avaient de la chance et en étant profondément reconnaissants envers la France, finalement, de leur offrir cette opportunité d'avoir un travail, un toit sur la tête, à manger sur la table, et des enfants qui ont eu accès à l'éducation, qui voilà, n'étaient pas comme eux. Alors même si mes oncles et tantes ont aidé, enfin surtout mes oncles, ma tante a été un peu élevée en mode femme à marier, quoi. Voilà, on lui a appris à coudre, etc. Pareil, c'était notre époque. Mes oncles et mon père ont parfois aidé notre grand-père dans les vignes pour arrondir un petit peu les fins de mois et mettre un petit peu plus de beurre dans les épinards. Mais ils ont allé à l'école, ils ont pu choisir les carrières qui leur faisaient plaisir. Voilà. Et un jour, ils ont eu assez d'argent, je suppose, pour faire un prêt. Et ils ont acheté leur maison, la maison qui existe encore, dans laquelle j'ai passé une semaine en fait. Et qu'est-ce qu'ils étaient fiers de cette maison, vraiment. Et jusqu'au bout, ils l'ont entretenue, parce que même si c'est une maison qui date des années, je dirais fin 70, début 80, elle est nickel. Elle est vraiment nickel, cette maison. Et voilà, ils sont partis, leur maison était payée, leurs enfants ont grandi,
se sont mariés, ont eu leurs propres enfants. Et j'avais envie de vous raconter ça parce que ça fait partie de mon histoire finalement, tout simplement. Parce que sans ce sacrifice et sans ce coup de poker que mon grand-père et ma grand-mère ont pris, ont fait, bah peut-être que ma vie serait totalement différente. Peut-être que mes parents, par manque d'argent, enfin mon père surtout par manque d'argent et ses frères et sœurs auraient dû travailler dans les champs à l'âge de 5 ans, n'aurait peut-être pas eu l'éducation, ma mère aurait pas rencontré mon père et je serais pas là, par exemple. Et ils se sont jamais plaints. Et au contraire, ils ont toujours été reconnaissants. Ils ont toujours payé leurs dettes. Quel que soit le montant qui était demandé par l'État français ou autre, ils ont toujours payé. Ils ont appris la langue. Ils se sont fait franciser pour montrer leur reconnaissance envers ce pays qui les a accueillis, eux et leurs enfants. Et ça, à l'intérieur de moi, dedans moi, ça force le respect en fait. Parce que ils auraient pu ne pas bouger, se contenter de ce qu'ils avaient, mais ils l'ont pas fait. Voilà. Et Raphaël et Antonia sont restés mariés jusqu'au bout. Mon grand-père est parti le 25 décembre 2021. Il avait été malade pendant des années. Il est resté en bonne santé très longtemps. Et les 6 dernières années de sa vie, c'est là où il y a eu un vrai déclin. Voilà, malheureusement. Et il est parti dans sa maison, entouré de leur fille et de mon oncle Joseph, puisque malheureusement mon oncle François nous a quittés il y a quelques années déjà. Et ça n'a pas été facile de le voir partir lui. Je sais pas pourquoi, lui en particulier. Et on s'attendait vraiment pas le 30 mars à ce que ce soit le tour de ma grand-mère. Elle a forcément beaucoup souffert de voir son mari partir. Elle avait vécu avec lui elle était mariée avec lui depuis 60 ans. C'est énorme, 60 ans en fait. Elle a plus passé sa vie avec lui que sans lui finalement. Donc elle avait un peu quand même perdu de poids, mais elle allait plutôt bien. Et bon, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Elle est partie. C'était le dernier grand-parent vivant qui me restait. C'était le dernier parent vivant qui restait à mon père, à mon oncle José et à Anne-Marie. Et voilà, ça. Au début, j'y croyais pas. Je vais pas vous mentir. Je pense que j'étais dans le déni au début. J'y croyais vraiment pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible. J'arrivais pas à imaginer qu'elle puisse partir en fait. Mais bon, j'ai eu tort. Alors là, j'ai mis la poudre chromée dessus. Alors ça, c'est un ongle sans la poudre et ça, c'est un ongle avec la poudre. Alors ça rend peut-être pas très bien la caméra. Mais bon, voilà. Et j'ai assisté du coup, comme je vous dis, aux derniers au revoir. Et fun fact, mon prénom, donc Audrey, je porte la même première lettre que mes deux grand-mères. Ma grand-mère maternelle, que je n'ai jamais connue, bien malheureusement, s'appelait Amparine. Ça aussi, l'histoire de ce prénom est assez cocasse. Avec un A donc. Et ma grand-mère, c'était Antonia et non pas Antoinette. Ne l'appelez jamais Antoinette. C'est un A. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous montre mes bijoux, mais il y a un collier en perles que j'ai fait en quelque sorte. Et j'ai accroché au milieu du collier de perles un ancien médaillon d'un collier où c'est un A au fil d'or que du coup j'ai porté. Voilà. Le jour des au revoir. Et on est resté jusqu'au vendredi 7 du coup. Et on est remonté en voiture avec mon papa qui du coup est monté. Il n'est pas resté dans le sud. De toute façon c'était, voilà, il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien. J'ai ramené 2 trucs de chez ma grand-mère parce que bon, après je suis pas quelqu'un de matérialiste, donc des souvenirs en soi,
on a récupéré les photos de moi petite, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. C'est là où j'ai découvert que ma grand-mère avait une passion pour me prendre en photo nue. Bébé. Pour la blague, mon cousin dit, j'espère que vous ne ferez pas arrêter sur la route parce qu'il va falloir expliquer pourquoi est-ce que tu as des photos d'un bébé nu avec toi. Je lui dis, mais c'est moi le bébé nu en fait. Mais je sais pas, elle aimait bien me prendre en photo nue. Écoutez, je sais pas si c'est une tradition espagnole, peut-être que je suis pas assez au fait de ce genre de choses. En tout cas, on a récupéré les photos. J'ai récupéré une ancienne valise. Je sais, c'est bizarre, hein, mais c'est une valise un peu vintage et surtout une grosse valise dans laquelle du coup, je mets mes accessoires de tournage parce que ça commençait vraiment à prendre beaucoup de place dans ma chambre. Et là, les superstitieux vont me dire, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai récupéré un miroir. Alors je sais, on n'a pas recouvert les miroirs quand l'un des deux est parti. Et je sais qu'il y a une superstition qui veut que les âmes des gens restent coincées dans un miroir. Et que prendre un miroir en souvenir, c'est peut-être pas le bon truc à faire parce que je suis pas à l'abri de les voir dedans, quoi. Mais c'est pas une superstition à laquelle je crois. Je comprends si certaines ou certains d'entre vous qui y croient. C'est pas mon cas. Donc oui, j'ai embarqué un miroir parce qu'il est vraiment très beau. Bon, il a pas de valeur en soi, c'est un joli miroir, mais c'est il est un peu genre style gothique, Louis XIV, Louis XV, enfin vous voyez ce genre de miroir ovale. Mais c'est du plastique, voilà, il n'y a pas de valeur en soi. Et voilà, j'ai récupéré des photos de moi petit, de mes parents jeunes, quelques photos d'eux aussi jeunes. C'est là où j'ai pris une claque. Parce que bon, je savais que mon grand-père avait été fumeur. Voilà. Mais j'ai trouvé, on a dû éplucher 1000 photos. J'ai trouvé la seule photo avec ma grand-mère, une clope à la main. Et je dis, mais c'est pas possible. J'ai montré cette photo à mon père, je fais quoi? Elle se plaignait de l'odeur de la cigarette, on n'avait pas le droit de fumer à l'intérieur. Parce que, à juste titre, ça sent. Et il m'a dit, oh, bon, ma mère fumait après 2 verres, quoi, dans des rares occasions. Je sais pas, il y a une photo d'elle avec une clope à la main, quoi. C'est quoi? Mais voilà, ça me fait bizarre de me dire qu'elle est plus là. Et en fait, dans mon subconscient, ça a été du coup la matriarche de la famille n'est plus là, voilà. Mais surtout, c'est que si elle part, les prochains à partir, ce sont mes parents, quoi. Ou mon oncle, enfin bref. Il n'y a plus, vous savez, ce step avant que ce soit vos parents. Et j'avoue que j'ai eu un petit moment de recul en me disant waouh. Bon, j'ai pas exploré cette piste parce que voilà, pour éviter de refaire une chute dans ma dépression. Mais ouais, ça m'a frappé en me disant du coup, les prochains, en fait, ce sont mes parents. Il n'y a plus personne avant eux, quoi. Est-ce que c'est bizarre? Oui. Mais moi, je pense que ça allait tout simplement avec le mood de la semaine qu'on a vécu, quoi. Enfin bon, voilà. Après, bien sûr que je suis triste qu'elle ne soit plus parmi nous, mais elle a rejoint son mari. Et je me dis, là où elle est avec son mari, ses propres parents à elle, les personnes qu'elle a pu perdre par le passé, qui lui manquaient tous les jours. Et voilà quoi, je suis pas... Ce serait égoïste, ça aurait été égoïste de pleurer en disant je ne vais plus la voir. Oui, mais elle avait aussi plein de personnes qu'elle voulait revoir et elle les a rejoints. Elle est partie sans souffrir, elle est partie aimée par les personnes de sa famille, elle s'est sentie soutenue. Voilà, on a été encore plus présent après le départ de mon grand-père parce que elle était toute seule, quoi. On a été présent, on a pris de ses nouvelles tous les jours, voilà. Donc on ne l'a pas laissée, elle est restée dans sa maison jusqu'au bout parce qu'elle était encore, elle avait encore toute sa tête, hein. On est parti à New York avec mon cousin la semaine du 6 au 12 février
Et il y a eu la fête des grands-mères pas longtemps après qu'on soit rentrés. Et au téléphone, elle m'a dit alors New York, c'était comment? Enfin voilà quoi, elle avait toute sa tête, c'est juste. C'était son moment de partir tout simplement. Et je suis contente parce que elle a retrouvé son mari et toutes les personnes, comme j'ai dit, qu'elle a pu perdre elle aussi par le passé qui lui manquaient. Et c'est qu'un au revoir, on finira par se recroiser un jour et j'ai hâte de lui raconter toutes les choses que j'aurais fait dans ma vie. Parce que je pense que j'aurais plein de choses à lui raconter quand même. Donc voilà, de la tristesse il y en a, mais voilà, je suis lucide aussi sur la situation elle avait quand même perdu son mari, voilà, elle est restée jusqu'au bout dans sa maison qu'elle a payée. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si à la caméra ça rendra justice. Mais oui, je suis partie sur quelque chose de rouge, de vibrant, de pétillant. J'en avais besoin, j'en avais envie. Donc voilà. Je vais faire le reste de mes ongles hors caméra. Et je vous montre le résultat final après. Parce qu'à vrai dire, j'ai plus trop grand chose à dire. Et j'ai pas envie de vous faire patienter ou d'entretenir cette conversation si j'ai plus grand chose à dire. Voilà. Donc je fais le reste de mes ongles. On se retrouve dans une demi-seconde pour vous. Bien, on se retrouve bien plus tard. C'est tout fait. Voilà. Tous les ongles sont faits. Celui-là, j'ai réussi grâce au gel à ce qu'il se casse pas et à essayer de faire en sorte qu'il se maintienne un peu. Voilà. Bon, encore une fois, c'est pas parfait, tout simplement parce que c'est pas mon métier d'être prothésiste angulaire. Mais pour ce que je m'y applique, je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà. Donc je vais venir nettoyer mes mains avec ce gel nettoyant. C'est pas un gel hydroalcoolique, c'est un gel nettoyant de la marque Merci Handy. Il me semble que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, celui-là, mais je ne sais plus lequel, honnêtement. Voilà. Je vous reprends juste pour faire mes soins des ongles. Ils sont un peu forts les gels quand même, Merci Handy. Mais bon, j'avais pas forcément envie de descendre, me laver les mains. Voilà, ça fera l'affaire. Ensuite, je vais mettre de l'huile à cuticule parce que j'ai souvent la question de comment je fais pour avoir des ongles aussi longs, parce que si vous n'avez pas remarqué, ce sont mes vrais ongles. Et même si je mets du semi-permanent, j'arrive quand même à les garder assez longs, je trouve, sans avoir besoin de mettre de capsule ou de rajout. Mais en fait, c'est parce que j'utilise de l'huile à cuticule que je mets minimum une fois par jour, généralement le soir, avant de me coucher. Celle-là, c'est de la marque Purple. C'est la noix de coco. Je l'achète chez mon esthéticienne qui est à côté de chez moi. Et j'en mets tout simplement sur mes cuticules et je viens masser. Parce que forcément votre ongle est recouvert de, si vous faites du vernis semi-permanent, et ça l'étouffe un peu. Sauf que prendre soin de ses cuticules, sachant que l'ongle pousse de là en fait, ça permet de nourrir l'ongle avant même qu'il pousse. Ça fortifie les ongles aussi puisqu'ils sont nourris. Et j'arrive à garder des ongles relativement longs comme ça. Bon, après, je mets du vernis semi-permanent, donc au bout d'un moment, je peux pas les avoir très très longs non plus. Ils finissent par se casser, c'est normal, donc je les raccourcis. Mais j'ai les ongles qui poussent relativement vite et je pense que le fait de mettre de l'huile à cuticule, ça aide. Et de toujours crémer mes mains et de laver mes mains aussi régulièrement, de pas les utiliser, vous savez, pour ouvrir des trucs. Forcément, c'est comme ça que ça se casse. Mais comme tous les ongles, les miens se fragilisent avec la pose de vernis semi-permanent. C'est pour ça que je fais quand même attention à prendre des produits de qualité. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la marque Manucuriste. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, hein, c'est juste la vérité. J'ai fait un partenariat avec eux, je crois, en 2020. Je crois, ils m'avaient envoyé le coffret que j'utilise encore. Et depuis, j'ai racheté leurs produits par moi-même parce qu'effectivement, ça abîme moins les ongles, c'est un peu plus respectueux de l'environnement. Il y a moins de produits
dit problématiques dans leur vernis, donc généralement je les utilise parce que je suis relativement satisfaite du résultat et de la tenue des vernis, donc voilà. Mais ouais, je vous conseille l'huile à cuticule, alors vous pouvez vous la faire maison, hein. L'huile de jojoba, c'est une très bonne huile pour les ongles. L'huile de ricin, je sais que c'est bon pour les cheveux, mais je crois que pour les ongles aussi, c'est pas mal. Enfin, vous pouvez vous renseigner et la faire vous-même. Mais généralement, moi, c'est avant de me coucher que je fais ça pour nourrir mes ongles et mes mains avant de dormir. Ou alors quand justement je viens de faire une séance manucure, parce que l'ongle a été quand même agressé, mine de rien, entre la ponceuse et les produits que j'ai mis sur mes ongles. Voilà. Si vous voulez avoir des longs ongles, en tout cas ça marche chez moi, ça a été l'huile de cuticule. Et franchement, je crois que je l'ai payé 10 € et ça doit faire 8 mois que je l'ai et j'en mets tous les soirs. Donc franchement, voilà, c'est un bon investissement, je trouve. Et je vais venir crémer mes mains, et cette crème, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, The Body Shop, c'est la British Rose. Voilà, ça pareil, je crème mes mains très souvent. J'ai une crème dans mon sac à main, j'ai une crème à mon bureau, parce que je travaille sur mon bureau. J'ai un récipient plein de crème sur ma table de chevet, là, juste là. Et je crème très souvent mes mains. Et ça, c'est un réflexe que j'ai depuis l'hôtellerie, c'est comme avoir les ongles longs. Avant, je me rongeais les ongles. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos de moi ado où j'avais vraiment les ongles rongés. Je devais avoir genre 3 mm d'ongles sur la peau. Et quand j'ai commencé à travailler en hôtellerie, j'avais envie d'avoir de belles mains parce que voilà, quand on tend quelque chose à un client, c'est les mains qu'on voit, quoi. C'est comme mettre du parfum au niveau de mes poignets, ça m'est venu de l'hôtellerie. Et j'ai commencé à laisser pousser mes ongles, à mettre de la crème sur mes mains fréquemment, et ça m'est resté en fait. Depuis, j'aime bien avoir des ongles bien faits et avoir les mains crémées. Alors quand je crème mes mains avec des crèmes avec des parfums un peu exotiques, disons, je mets pas de parfum sur mes poignets, mais je sais que c'est un réflexe de mettre du parfum sur mes poignets, parce que pareil, en hôtellerie, quand on tenait quelque chose, voilà, ça sent bon. Enfin bref. Je dis pas que c'est une règle appliquée quand vous travaillez en hôtellerie, je dis juste que c'est des petits trucs que j'ai gardés de l'hôtellerie. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Alors, ce sera pas ma meilleure vidéo de ma chaîne, on s'entend. Mais voilà, j'avais envie de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe. Donc, entre vous remercier pour avoir fait vivre ma chaîne malgré mon absence, vous tenir informé un peu de la sortie de mon prochain roman, le fait que j'ai un statut d'artiste-auteur, donc voilà, je suis quand même assez fière. Et un peu ce qui s'est passé dans ma vie, vous raconter un peu l'histoire de mes grands-parents parce que ça me tenait à cœur de vous la raconter, parce que voilà, je suis petite fille d'immigrés et je porte ça assez fièrement parce que, encore une fois, ils ont vraiment, c'était un coup de poker de venir en France, ça aurait pu très mal se passer, ils étaient loin de leur famille, mais ils l'ont fait et ils peuvent être fiers. Ils sont partis tous les deux en étant très fiers de la vie qu'ils ont eue et de la vie qu'ils ont donnée à leurs enfants. Donc voilà, j'avais envie de leur rendre un peu hommage en discutant un peu de leur histoire en quelque sorte. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura un peu détendu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Dites-vous que pour la semaine qui arrive, ce ne sera pas forcément mon planning habituel. Je pense que je vais juste faire des vidéos pour combler. Alors ça ne veut pas dire qu'elles seront de mauvaise qualité, mais je me vois mal repartir. Là, je vais vous sortir un jeu de rôle médical. C'est pas forcément ce que j'ai envie de filmer tout de suite, un jeu de rôle médical, mais le temps que je reprenne mon planning de vidéos prévues, je vais vous faire des vidéos tout simplement toutes simples, comme la vidéo des nouvelles pierres que je me suis achetées. Enfin voilà, des vidéos assez simples, et ensuite on reprendra un planning de vidéos un peu plus construit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, de votre famille. N'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que des fois c'est trop tard, on se dit on fera ça demain, et voilà, c'est le message pas forcément très joyeux de cette vidéo, mais voilà, prenez soin des gens proches de vous, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, même si ça peut être difficile par moment d'exprimer ces mots-là. Voilà, il y a certaines personnes qui sont réservées, c'est ok, mais voilà,
On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, c'est promis. Ciao.